que vous soyez tous là. Bienvenue aux Journées européennes du patrimoine. Donc, je pense que vous connaissez tous un peu le principe de ces journées, qui consiste à accueillir le public dans des édifices qui ne sont pas toujours ouverts et à découvrir surtout des œuvres cachées, comme ces deux tableaux ici qui ne sont pas toujours visibles. Alors, ces tableaux, je les ai découverts dans le cadre d'un projet qui s'appelle le plus grand musée de France. Vous m'entendez tous à peu près ou il faut que je parle? Donc ça s'appelle le plus grand musée de France, notre projet. Alors pourquoi le plus grand musée de France? C'est très simple. En fait, avec des camarades étudiants, on s'est rendu compte que les églises regorgeaient de trésors. Et voilà, on a fait le calcul, c'est vite fait. On a en France plus de 36 000 communes, multiplié par au moins 2 œuvres par commune, voire 10, voire 30, on arrive facilement à 72 000 et plus. Donc vous imaginez, un musée avec 72 000 œuvres, c'est quand même du lourd. Donc on s'est dit, voilà, c'est le plus grand musée de France et il faut faire quelque chose pour ces œuvres, parce qu'en fait souvent elles sont abîmées, peut-être moins connues, moins valorisées. Pourtant elles sont dans des cadres incroyables, comme ici cette église qui est à cheval sur le 12e et le 13e siècle, ce qui est assez rare. Donc vraiment sur le roman et les gothiques, c'est tout à fait fabuleux. Ici il y a pas que les tableaux, il y a les vitraux qui ont été restaurés récemment. Il y a aussi un retable tabernacle du 17e. Enfin, vous vous rendez compte de la richesse de tous ces endroits qui parfois ne sont même pas connus en fait. Donc on s'est dit, il faut trouver des donateurs pour les communes, pour les aider à prendre en charge ces travaux, et c'est ce qu'on fait. Donc on en a déjà trouvé quelques-uns, on n'est pas tout à fait fini pour la restauration de ces tableaux. Et puis on continue, mais maintenant je vais plutôt vous parler des œuvres. On parlera des problèmes de taux de ressources plus tard. Pour l'instant, on va parler d'histoire de l'art. Alors, à ma droite, donc le Christ, qu'on ne présente plus, une personnalité relativement fameuse, et à ma gauche, Saint-Pierre. Donc Saint-Pierre, qu'on reconnaît à sa barbe, ses cheveux courts. Excusez-moi, mais Saint-Pierre, c'est non seulement mon domaine de prédilection, ma spécialité, mais surtout ma passion. Donne-moi nous deux, d'accord? Vous allez me tenir ça. Et je vais commencer une conférence sur Saint-Pierre, parce que ma petite dame, vous y connaissez un petit peu, mais je m'y connais un petit peu plus que vous. Alors, écoutez, vous savez, c'est une journée du patrimoine, je vais vous expliquer, j'ai pris 10 minutes pour ça. Et donc, je suis ravi de vous rencontrer, ma petite dame, mettez-vous à votre place et écoutez ce que j'ai à vous dire. Donc, je me présente, je m'appelle Pierre de Saint-Pierre, expert en Saint-Pierre, de génération en génération, depuis plus de 12 générations maintenant. Et comme mon père et mes aïeux, je sillonne le monde afin de découvrir d'honorables illustrations de la vie ô combien lyrique de mon héros, et ceci afin de les analyser, de les commenter et de les répertorier. Oui, madame. Voilà. J'étais hier encore à Florence et je repars demain pour les Amériques, où j'ai une conférence à donner à Nouvelle-York. Nouvelle-York, c'est pas à vous que je vais faire des présentations. Enfin voilà, je suis pas là pour vous, je suis là pour Saint-Pierre. C'est ça que je voulais vous dire. Et je suis là pour Saint-Pierre parce qu'on m'a dit ici qu'il y avait une œuvre tout à fait remarquable. Un épisode combien tragique de la vie de mon héros. Cet épisode, le voici. Alors je peux vous dire tout de suite en un petit coup de je sorte mon outillage que c'est une œuvre, on va le voir ici, tout à fait remarquable. Remarquable, une œuvre tout à fait notoire, en effet. C'est une œuvre tout à fait notoire. Ça, je peux bien vous le dire. Ouais. Une œuvre tout à fait remarquable de la vie de mon héros. Oui, tout à fait. Mais c'est une copie. Oui, je sais bien que c'est une copie. Mais je ne sais pas vous, mais avant, c'est une copie du 19e d'ailleurs. Oui. Vous le D'ailleurs, saviez. si vous pouviez me laisser dire un mot là-dessus, parce qu'en fait, c'est une domaine d'histoire de l'art, et moi je suis historienne de l'art. Ok, je vous laisse faire une petite parenthèse d'une minute, mais vraiment pas plus. Comme ça, je complète votre connaissance sur Saint-Pierre. Bref, oui, c'est une copie en fait, mais alors copie, ça ne veut pas dire que c'est pas un beau tableau en fait. Parfois on dit copie, non, une copie, c'est parce qu'il n'avait pas d'inspiration, donc il a copié. Alors là, je vous arrête tout de suite, parce que dans le passé, jusqu'au 19e siècle, la copie c'était hyper valorisé. Parce que acheter une copie, en fait, c'était comme avoir chez soi un Léonard de Vinci, ou en l'occurrence un Gérard Segers, parce que c'est un tableau de Gérard Segers. Et une copie, ça coûtait super cher. Ça coûtait parfois plus cher qu'un original. Du moment que la copie était réussie, c'était comme avoir un Léonard de Vinci chez soi, sauf que c'est une copie, mais ça avait beaucoup de valeur financière. Voilà, on peut aussi considérer aujourd'hui que c'est une chance d'avoir un tableau finalement
une copie d'un tableau qui est au Louvre, parce que le tableau original l'original de ce tableau, il est au Louvre, mais celui-là, non, quand même, que j'ai un Seigneur du XVIIe siècle. Voilà, je pense que c'est un tableau quand même qui est intéressant. Mais je n'ai jamais dit qu'il n'était pas intéressant, il n'était pas dépréciable non plus. C'est d'ailleurs un tableau donc, qui évoque le repentir de Saint-Pierre, mais pour comprendre le repentir de Saint-Pierre, il faut avant tout comprendre la vie de Saint-Pierre. Alors, est-ce que quelqu'un connaît ici la vie de Saint-Pierre? Même si vous ne le connaissez pas, je vais vous le dire, parce que c'est mon rôle. Moi, qui suis expert de Saint-Pierre. Alors, Saint-Pierre, qui était Saint-Pierre d'abord? D'abord, Saint-Pierre ne s'appelait pas Saint-Pierre. Est-ce que vous savez comment il s'appelait? Ah, mais on a des gens qui connaissent un peu mon héros, ça me ravit, voilà. Donc, il s'appelait Simon. Simon, et qu'est-ce qu'il faisait, ce Simon? Vous connaissez tout, vous voulez prendre ma place peut-être, monsieur. Hein? Très bien, bon, alors laissez-moi quand même continuer, que je fasse ma conférence en bonne et due forme. Merci. Donc, il était pécheur. Et Jésus lui dit, je te déclare, Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais vous pouvez savoir tout ça, évidemment. Donc, Simon et André, excusez-moi, son frère, étaient pêcheurs sur le lac de Tibériade, au nord-est d'Israël, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Jésus. Alors ici, quelqu'un peut-être connaît évidemment les conditions de leur rencontre. Ah, ça en sèche. Bon, mais alors on va refaire travailler Madame Jarre, vous connaissez les conditions de leur rencontre? Une histoire de pêche, il me semble. L'histoire de pêche, le poisson, voilà, la pêche miraculeuse. Vous connaissez ça? Vous pouvez la compter alors, la pêche miraculeuse. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est un très bel épisode où en fait, André et son frère Simon avaient pêché toute la matinée et en fait, ils n'avaient rien pêché, ils n'avaient pas pêché du tout puisqu'il n'y avait pas de poisson. Et là, le Christ arrive au bord du lac et il dit à Simon, retournez au milieu du lac, jetez vos filets et vous verrez bien. Et donc Simon retourne au milieu du lac, il lève son filet rempli de poissons. Myriade de poissons. Donc on parle de la pêche miraculeuse, tout à fait la famille. Voilà, exactement. Et donc c'est à partir de ce moment-là que mon bon Pierrot, Saint-Pierre, excusez-moi, suit le Christ dans toutes ses pérégrinations et devient un adepte du Christ. Sa vie se confond avec celle du Christ. Et pourtant, il doute. C'est la principale caractéristique de Saint-Pierre, c'est qu'il doute. Homo d'hypocofede perché dubitato. Homme de foi, pourquoi as-tu douté, me dit Jésus. Et ça, vous le savez aussi. Donc, il doute. Emblématique de cette inconstance, de ce doute, c'est l'histoire du reniement de Saint-Pierre qui précède le repentir de Saint-Pierre, dont on vient de parler tout à l'heure. Alors, le reniement de Saint-Pierre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le reniement de Saint-Pierre, c'est quand Jésus lui dit, avant d'être arrêté, avant le chant du coq, tu m'auras renié 3 fois. Et en effet, lorsque le Christ fut arrêté, 3 fois on demanda à Saint-Pierre s'il connaissait cet homme, et 3 fois il me répondit, mais c'est une trahison. N'en parlons pas, ça me touche personnellement, connaissant bien Pierrot. Alors, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. Il renie à Saint-Pierre 3 fois, et lorsqu'il entendit le coq chanter, il pleura. Il pleura. Parce que comme vous, comme moi, il est homme. Et tout homme pleure. Et après chaque doute, voilà ce qui se passe. On sait et on reprend foi. Et il reprit foi. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il médita. Dans ce tableau, on peut imaginer qu'il médita sur ce qu'il avait fait. Et on voit très bien ici, sur cette œuvre remarquable, le cri du coq, implacable, qui me rappelle sa trahison, et en même temps, on voit ici les clés du paradis que Jésus lui avait confiées. C'est absolument une œuvre remarquable, et je peux vous le dire parce que j'ai pris quelques notions d'esthétisme. Oui, je voulais vous montrer ça. C'est vrai que sur tous les tableaux de cette époque-là qui parlent de l'Empereur de Saint-Pierre, on revoit les mêmes caractéristiques. Redonnez-moi mon manette, s'il vous plaît. C'est celle de la clé du paradis ou du coq. En tout cas, du désespoir de Pierrot. Alors, je vais passer ça. Je garde la voilà. Donc ici, on a vraiment une œuvre, comme je vous le disais, remarquable. Et je vous le dis parce que j'ai pris des cours d'esthétique, enfin des cours de pastel avec Madame Ronaise à l'école primaire, mais je n'ai jamais descendu en dessous de 10, elle n'était pas fastoche. Donc je peux vous le dire, vraiment, là, il y a quelque chose de très fort, et surtout dans le rouge groseille qu'on retrouve là dans la glotte du coq, et qui se répercute bien sur la honte du Pierrot. Là. Alors là, il y a un truc un peu comme ça. Et puis lui qui ressemble un peu à Papa Noël, quoi, avec le rouge là, et puis on a un truc, le vert gazon qui rappelle la nature de l'époque, et le caca de bois, qui me sent pas bien. C'est bon, on l'a compris, vous connaissez très bien Saint-Pierre, et vous connaissez, vous
sonore. Mais ici, je crois que nous allons entrer dans un monde où l'histoire de l'art qui nous échappe et aussi... Ah, ça m'échappe. Ah, mais c'est vous la pro, alors allez-y, allez-y, comptez. Sur Saint-Pierre, vous allez apprendre mon métier. Non, pas sur Saint-Pierre, mais sur la technique picturale, ces tableaux, ces choses-là qui, à mon avis... Non, bien sûr, vous voulez pas entendre parler de rouge groseille. Non, je crois que... Eh bien, allez-y, dites ce que vous avez à dire, on va voir. Bon, excusez-moi. Vraiment, vous avez une très bonne connaissance, hein, mais Allez. c'est vrai que maintenant vous connaissez très bien Saint-Pierre, grâce à Monsieur Pierre de Saint-Pierre, mais c'est bien, hein, Saint-Pierre à la plage, Saint-Pierre c'est Beaufort, Saint-Pierre c'est Saint-Pierre. Bon, maintenant, on va peut-être parler des choses sérieuses, c'est-à-dire la peinture, l'art. Donc ici, on a une copie d'un tableau du XVIIe siècle de Gérard Segers, illustre inconnu pour la plupart d'entre nous, sauf que Gérard Segers, il a vécu à l'époque de Rubens, c'était son grand concurrent. Aujourd'hui, on l'a oublié, c'est injuste parce qu'en vérité, il était aussi prospère que Rubens. Il peignait des milliers de tableaux, surtout des commandes religieuses, hein, comme celui-ci, comme le Repentir de Saint-Pierre. Mais en fait, le Repentir de Saint-Pierre, au XVIIe, c'était super à la mode. C'était vraiment peut-être le tableau le plus demandé. Alors pourquoi? C'est assez simple. Ça tient à une question d'histoire des religions. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à la fin du XVIe siècle a émergé la religion protestante. On est d'accord? L'Église catholique, face à l'expansion des idées protestantes, organise une réponse, la contre-réforme. Et dans cette réponse, il y a l'idée de mettre en avant le culte des saints parce que les protestants refusent le culte des saints. Ils ne veulent pas en entendre parler. Alors que les catholiques, eux, considèrent que les saints sont le seul intermédiaire possible entre les fidèles et la divinité. C'est pour ça que les représentations comme celle-ci sont importantes au XVIIe. Parce qu'ici, en plus, le saint se repent, il se confesse et il dit aux fidèles, vous savez, moi aussi j'ai fait des erreurs, moi aussi je me suis trompé, regardez, là, bon, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Moi aussi je suis homme et moi aussi je doute. Tout à fait. Et donc le fidèle se dit, Saint-Pierre est resté le préféré du Christ et pourtant il avait péché. Donc ça veut dire que moi aussi je peux obtenir le salut même si je suis pécheur parfois. Voilà, c'est l'idée de reconquérir les fidèles contre les protestants. C'est tout ce qui est incarné par cette œuvre. Alors, il y a une chose qui est assez frappante dans cette œuvre, c'est l'atmosphère. Hein, vous êtes d'accord? Cette atmosphère de pénitence là, qui est créée par ce contraste de lumière qu'on appelle clair-obscur. Oui, merci vous, on sait que c'est votre truc. Je sais. Vous pouvez laisser le public aussi un petit peu participer. Le clair-obscur, ce contraste incroyable qui fait ressortir les objets sur un fond sombre. D'où ça vient le clair-obscur? Vous savez, c'est quoi le pays, la patrie du clair-obscur? L'Italie, merci, l'Italie, le grand Caravage qui a transmis le clair-obscur qu'on trouve ici. Donc c'est un tableau qui a vraiment de la valeur, même si c'est une copie, il est hyper intéressant, il y a plein de choses à raconter. Et je pense qu'il mériterait une petite restauration. On va parler de restauration, et je suis bien content. Quand vous entendez resto, pensez Giorgio. Bonjour madame, je me présente Giorgio Madonna, je suis restaurateur dans la région depuis plus de 10 ans et il me semble que je connais quelques visages ici. L'origine, Italie bien sûr, le prix sera boutique bien entendu et le style il est comme Giorgio Madonna, il est baroque. Alors, j'ai quelques visages familiers ici. Oh, vous savez, moi je me balade dans la région depuis une dizaine d'années donc je ne compte plus ce que je restaure. Tableau. Église, sculpture, piscine, cuisine et paire de chaussettes que je rapièce à l'occasion. Alors, de quoi vais-je aujourd'hui? Ah oui, c'est vrai, c'est le tableau de Saint-Pierre. Attendez. Alors, quand je le reste comme ça, vous savez, avec Giorgio, la restauration c'est toujours une couleur. Et aujourd'hui, la couleur, ce sera le vert. Pourquoi le vert? Parce que le vert en peinture, c'est la couleur de la culpabilité. Et j'ai pu comprendre que le Saint-Pierre se sentait bien coupable. Alors, boum, en plein dans la tronche, un peu de vert, c'est comme ça que ça va se passer. Chut. Pour ce tableau, ça va être la technique spéciale de Giorgio. La technique spéciale de Giorgio, c'est à base de confiture. Et pour ce tableau, ce sera de la confiture, et bien d'orange. La confiture d'orange, ce sera ici, un peu ici, et un peu ici, si l'on reste. Car pour Giorgio, il y a la restauration et la restauration.
Cette restauration. Alors, est-ce que vous savez qu'avec Giorgio, le forfait c'est très simple. C'est pour 5 €, je vous passe un coup d'aspirateur un petit peu sur le tableau. Je pense qu'il y a besoin, je vais mettre un peu d'aspirateur ici, ici. Et peut-être un petit peu sur le sol devant le tableau. Alors, est-ce que vous faites ça? Pour 5 €, je suis capable pour 5 € de faire tout ça en même temps. Ah là 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 là. Je la sens bien cette restauration. Attendez, ne bougez pas. Vous voyez mon appareil photo, ne bougez pas, excusez-moi. Allez, venez ici avec moi devant le tableau. Voilà, merci beaucoup. Oui, je prends toujours une photo. Vous savez, parce qu'avec Giorgio Madonna, avant la restauration, c'est toujours un objet ordinaire. Et après la restauration, c'est un objet extraordinaire avec la touche Giorgio Madonna. Monsieur Madonna, stop. Ce n'est pas possible, vous ne pourrez pas effectuer ce travail parce que cela demande des connaissances très spécifiques. Oui, les connaissances spécifiques. Non, mais vous allez m'écouter 5 minutes, hein. Je vais vous expliquer comment on fait et on verra. Très bien. Expliquez-moi vos exigences et ensuite je ferai le devis pour la restauration. Je pense qu'il n'y aura pas de si, voilà. Ouh là là, il est dynamique comme ça. Alors, vous savez, la restauration, c'est quelque chose de très méticuleux. Hein. Monsieur Madonna, là, vous m'écoutez avec le grand boulot, là. C'est quelque chose de très méticuleux. Par exemple, le problème principal de ce tableau, c'est ce qu'on appelle le décollement de la couche picturale. Donc comme ça paraît très compliqué. En fait, c'est juste des milliers de petites écailles qui se soulèvent au niveau de la couche picturale et qui, à force de se soulever, peuvent faire des trous et des lacunes, on appelle ça. Votre lampe, s'il vous plaît. Comment? La lampe, s'il vous plaît. Tu représentes-moi alors. Ah oui. Bien, voilà. Merci. Donc, ces petites écailles se soulèvent et à force font des trous comme ici ou ici. C'est un petit peu catastrophique quand même. Et ce que pourra faire un vrai restaurateur, et non pas un Giorgio Madonna, hein, le vrai restaurateur va recoller écaille par écaille, voilà, toute la couche picturale. Deuxième problème très important, c'est le vernis. En fait, un vernis, quand il vieillit, a tendance à jaunir et surtout à chancir. Alors le chancis, c'est une moisissure qui va se développer sur toute la couche picturale, sur tout le tableau. Et c'est une moisissure très blanche. Donc en fait, ça opacifie le tableau et ça donne des zones comme ça. Là. Vous voyez? C'est pour ça que c'est opacifié, c'est à cause de cette moisissure. Alors, qu'est-ce que va faire le restaurateur? Eh bien, il va faire un travail de pointe, c'est-à-dire qu'il va retirer le vernis ancien, bien sûr, sans aller toucher la couche picturale. C'est quelque chose de très minutieux. Sans aller toucher la couche picturale et ensuite il va mettre un nouveau vernis, un vernis moderne évidemment par-dessus. Bon, et le dernier problème du tableau, puisqu'on parle restauration, autant aller jusqu'au bout, c'est un problème qui est dû à la toile. Regardez bien, la toile est distendue, elle est lâche. Et en fait, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment problématique. Parce qu'une toile lâche est très vulnérable. Par exemple, quand le tableau est accroché contre le mur, il y a des tas de choses qui tombent derrière. Vous voyez, des saletés, des gravats, des carcasses d'oiseaux, toutes sortes de choses un peu dégoûtantes. On appelle ça des scrupules, qui dans notre contexte est assez adapté. Donc ces scrupules s'accumulent derrière la toile, ils poussent sur la toile qui est très lâche, et à la fin, quel est le risque? Ça crève en fait. Et souvent on a des crevaisons comme ça en partie inférieure des tableaux, et c'est le drame, c'est la cata, parce que là, le restaurateur, il ne peut plus faire grand chose, c'est vraiment très ennuyeux. Heureusement, là, on n'en est pas là, hein. On est d'accord, on a réussi à se mobiliser tous bien avant, et on va pouvoir sauver ce petit trésor. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez compris, c'est pas un travail pour vous. J'ai bien entendu toutes vos exigences et du coup je me disais que je pouvais faire peut-être un prix pour les deux. Du coup celui-ci, ça me paraissait des dimensions spéciales, Giorgio Madonna, vraiment. Je En fait, je n'ai pas été claire, on n'a pas besoin de vous, donc merci. Vous pouvez reprendre. Je vous fais un devis peut-être pour les deux. Non, c'est bien, merci. Et en plus celui-là, vous n'y touchez pas parce que c'est une petite merveille celui-là. C'est un tableau du XVIIe et un original, messieurs dames. Pour le coup, là, on est devant une vraie création du XVIIe, avec la toile du XVIIe, les pigments du XVIIe, enfin voilà, un petit bijou qui représente le Christ à un moment vraiment très tragique. En fait, c'est au début de la Passion. Le Christ, déjà, bon, il a été interrogé par Ponce Pilate. Il sort de là et il se fait flageller. Ensuite, il se fait battre. Ensuite, les soldats vont l'habiller comme un roi. En fait, ils vont
créer une sorte de parodie théâtrale un peu bouffonne. Il l'habille comme un roi et il se moque de lui. Et ça, on s'est aperçu que c'est quelque chose qui se faisait vraiment dans l'Antiquité. Les condamnés étaient habillés comme des rois avant leur supplice, avant leur condamnation. Et on se moquait de lui, la foule lui jetait des choses à la figure, etc. Et donc, quels sont les attributs de ce roi? Quel est ce costume terrible? Eh bien, c'est le manteau de pourpre ici, qu'on ne voit pas très bien. Qu'est-ce que c'est quoi le manteau de pourpre dans l'Antiquité? C'est l'empereur, voilà, le manteau de l'empereur. Il n'y a que l'empereur qui a le droit de prendre le manteau de pourpre, sauf quand c'est pour de faux, comme ici. On lui donne un sceptre de roseau, comme ça, et surtout, on lui met sur la tête la fameuse couronne d'épines qui apparaît pour la première fois dans la Bible à ce moment-là, en fait. C'est pour ça que c'est un moment très très important, en fait. Et ce moment-là, on l'appelle Ecce Homo. Alors, pourquoi? En fait, c'est une expression latine qui vient du fait que Ponce Pilate le prend, là, déguisé en roi, et le présente à la foule en disant Ecce Homo, voici l'homme. Du coup, depuis, on appelle les scènes où le Christ est ainsi paré Ecce Homo. Ô vêtements infâmes, ô poignant diadème, ô sceptre rigoureux, ô belle chère tête, ô amour de mon âme, ô mon Christ seul fidèle et parfait amoureux. On vous frappe, ô saint chef, et ces coups douloureux font que votre couronne en 100 lieues vous rentame. Bourreau, assénéeux d'une franche âme, et jetez tout à coup ce pourpre généreux. Faut-il pour une mort qui en souffre 10 000, et voyez que le sang qui de son chef distille détrempe ses prunelles et rend ce jour malheureux. Ce pur sang, ce nectar profané se mélange à vos sales crachats, dont la sanglante fange change ce beau visage en celui d'un lépreux. Ah, il y en a un qui s'est un petit peu ému. Eh oui, ça c'est l'effet peinture. On ne peut pas toujours savoir ce que ça va faire. Ça va aller? Oui, excusez-moi. En voyant l'enfant de Marie, j'ai succombé à la poésie. Je sais pas ce qui m'a pris. Je comprends. Mais il faut que quelqu'un vienne le chercher là. Il est venu avec qui? Oui, il est venu avec moi, je ne comprends pas trop. Je roulais sur la route, j'étais sur le chemin, il était sur le bord de la route. Alors je l'ai emmené et le voilà ici. Bon, c'est bien. Allez, viens t'asseoir, mon ami. Voici mon ami Giorgio Madonna. Il m'a dit que c'était le restaurateur du grand n'importe quoi. Oui, là, il est un petit peu fatigué. Par contre, j'avais une petite question que je me posais parce que d'après votre récit, Oui. notre Christ, il a subi les pires atrocités, autant morales que physiques, et pourtant sur le tableau, il n'apparaît si écorché que ça. Alors je me demandais quelle était la raison de voir comme ça un Christ qui est presque, je ne sais pas ce qu'en pense l'Assemblée, mais il n'a pas l'air finalement d'avoir vécu vraiment les épreuves de la Passion, non? Mais pour une fois, vous posez une bonne question. Hein. C'est vraiment très pertinent. Merci, monsieur Peut-être Madonna. que je pourrais... Non, sûrement pas. Et c'est une bonne question. En fait, c'est vrai qu'ici, le peintre a choisi de ne pas représenter la souffrance physique du Christ. Vous voyez, son corps est indemne. Il n'y a pas de blessure encore. Il n'y a pas de marque de la flagellation. Et puis, il a l'air assez serein quand même. En fait, il y a une espèce de confiance qui émane du personnage. Et je pense que c'est pour dire que ce personnage-là, le Christ, à ce moment-là, est invincible. En fait, devant le destin qu'il a accepté d'ailleurs, qu'il a accepté du Seigneur, il est invincible, quoi. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence dans ce tableau. C'est quand même un tableau assez violent, mais disons que c'est très subtil. Par exemple, c'est le visage diabolique de ce soldat qui lui passe un bras soi-disant gentiment comme ça autour de l'épaule. C'est aussi cette obscurité très pesante là au-dessus des 3 têtes qui dit bien le destin du Christ qui sera la mort. Donc c'est vraiment le parti pris, je trouve, très subtil de l'artiste, en fait, de cette création originale qui fait le prix de ce tableau. Et moi, je pense qu'en fait, ce tableau qui est aussi abîmé, je ne vous réexpliquerai pas chaque détérioration, mais c'est assez comparable en termes de détérioration à ce tableau. Et je pense qu'en fait, les deux mériteraient d'être restaurés en même temps, parce que si vous avez bien écouté l'histoire, ils ont quand même un lien. Ils sont tous les deux situés au début de la Passion. Voilà, Saint Pierre renie le Christ est jugé chez Ponce Pilate.
il est flagellé et voilà, il se retrouve devant la foule déguisée en roi. Donc ces deux tableaux dialoguent, c'est tout à fait passionnant d'avoir ça dans cette église, c'est vraiment un petit trésor. Donc moi je pense qu'il va falloir faire tout ce qu'il faut pour envisager la restauration. C'est bien vrai, c'est bien vrai. N'est-ce pas, monsieur de Pierre? C'est bien vrai, enfin pour celui-là, pour ça, mais pour celui-là, je peux vous dire qu'il faut absolument le restaurer parce que c'est mon Pierrot et que je l'ai jamais vu dans un état pareil. Donc, non, mais non, on l'a compris, mais je le redis à l'assistance, à l'Assemblée, parce que bon, là, il va falloir faire quelque chose, il est vraiment poussiéreux. Et monsieur Madonna, venez ici, monsieur Madonna. Je vais expliquer un petit peu parce que, non, monsieur Madonna, vous ne ferez pas ce tableau, hein. Par contre, mes chaussettes, je veux bien que vous en occupiez, ma piscine, très bien aussi. Ce tableau, vous le laisserez à rétro, ça ne vous dérange pas. Non, mais j'ai très bien compris que je n'avais peut-être pas toutes les qualités requises pour faire ces deux tableaux-là. Voilà. Mais si dans l'Assemblée, quelconque cuisine ou piscine à restaurer, je serai évidemment disponible. Voilà, chic type, monsieur Madonna. Par contre, on va prendre aussi votre ami parce qu'il a complètement mal en point. Et c'est le moment pour lui de prendre un petit alcool, on est content. Hein, monsieur le poète? Ça vous dit? Ouais. Très bien, Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Effectivement, on va avoir une petite collation proposée par la commune dans la salle communale. Auparavant, si vous avez quelques questions à poser, si vous avez envie de vous approcher des œuvres, c'est un peu le moment. Oui.